téléspectateurs pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, une heure de débat consacrée à l'actualité africaine et internationale, consacrée cette fois au Congo. Nous irons à Brazzaville sur le site de la catastrophe de Mpila pour voir l'impact de la catastrophe de Mpila sur l'économie locale. Et pour en parler, nous recevrons sur le plateau Lesconi Nissim, écrivain, documentariste et historiographe, et Jérôme Koumba, expert environnemental. En fin d'émission, Esther Touadi Mbou nous rejoindra pour sa chronique finance. Mais avant, place à l'actualité continentale. Tout d'abord, l'investiture du président malien par intérim a eu lieu ce jeudi à Bamako. Diokonda Traoré doit à présent désigner un Premier ministre et est également censé organiser en 40 jours un scrutin présidentiel dans un contexte politique incertain. Puis viendra l'heure des réponses. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo explique à la France d'où son fils, ministre de l'Agriculture, tire sa fortune, essentiellement des entreprises qu'il possède. Enfin, le bras de fer entre le Soudan et le Sud-Soudan se poursuit. Malgré les multiples accords signés ces derniers mois, les deux pays ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la manière de se partager équitablement les revenus tirés de la manne pétrolière. Avec nous sur le plateau, notre éditorialiste François Ndengwe, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue également à Christian Nana. Merci, bonsoir Khadija, bonsoir Marie-Angèle et bonsoir à nos chers téléspectateurs. L'information du jour Afrique. Une lourde tâche pour certains, tâche impossible pour d'autres. Diokonda Traoré, président de la transition au Mali, doit en 40 jours former son gouvernement de transition, remettre en marche le processus électoral interrompu depuis le coup d'État. Il doit également reprendre le dialogue avec les différents mouvements rebelles qui se sont installés dans le nord du pays. Sonia Ghezali. Amadou Aya Sanogo. Alors, Diokonda Traoré a appelé dans son discours d'investiture les rebelles à revenir sous l'arbre à palabre, c'est-à-dire reprendre les discussions. Au vu de la situation actuelle, y a-t-il encore matière à négocier ? Oui, bien sûr, le problème du nord du Mali ne peut être résolu aujourd'hui que par la négociation, puisqu'il n'est absolument pas question qu'on aboutisse à un État azawadien, puisque c'est ça que les rebelles veulent. Mais je crois que surtout ce qui me préoccupe, qui m'inquiète un peu dans la situation du Mali aujourd'hui, c'est l'extrême fragilité de l'équilibre politique que la CEDEAO a trouvé. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que vous savez qu'au Mali, l'article 36 de la Constitution qui a été utilisé pour permettre à Diokonda Traoré d'accéder à la magistrature suprême, c'est un article qui limite considérablement les pouvoirs du président intérimaire. C'est-à-dire que le président intérimaire ne peut même pas nommer un Premier ministre. Or, c'est ce qu'il va faire selon les accords de la CEDEAO. Donc, si vous voulez... C'est une situation exceptionnelle. Donc, la situation exceptionnelle... Oui, mais la Constitution dit que dans une situation exceptionnelle, il n'a pas le droit de faire ça, justement. C'est ça la difficulté. Donc, je pense que sa priorité, au-delà de la situation au nord, c'est d'organiser les élections dans les 40 jours. Parce que la Cour constitutionnelle du Mali, en lui donnant un mandat pour 40 jours, à mon sens, moi j'ai interprété ça comme si la Cour constitutionnelle indiquait qu'elle n'avait pas l'intention de piétiner la Constitution. Et il y a beaucoup d'autres dispositions comme ça. Vous savez que la Cour constitutionnelle, pour faire court au Mali, peut être saisie par 10% des députés. Quand il y a un accord international qui pose problème. De 10% des députés, c'est 15 députés. Hein. Vous savez, vous saisissez-vous pour trouver 15 députés maliens qui ne sont pas contents, ils vont voir le Conseil constitutionnel et puis le processus... Beaucoup de paradoxes. Le président de la transition devrait-il choisir un Premier ministre plutôt ferme pour mener à bien cette période de transition et pour mener à bien les négociations, ou au contraire, un Premier ministre qui fasse preuve de consensus vis-à-vis des rebelles ? Dans la situation actuelle où lui-même, président intérimaire, a une position très fragile, il serait difficile pour lui de choisir un Premier ministre ferme, comme vous dites. La situation au Mali est inquiétante. La situation au Mali est inquiétante et l'accord trouvé
fragilise plutôt le Mali, à mon avis. Bon, il est intéressant le fait que déjà, on n'a plus de militaires au pouvoir et que la société civile malienne peut s'exprimer et peut essayer de chercher un arrangement politique. Mais tout de même, on a l'impression que les militaires veulent rester au pouvoir par divers moyens. Notamment, on parle à Bamako d'intégrer le mutin, le capitaine Sanogo, à la défense, par exemple. C'est là encore un des paradoxes de cet arrangement. C'est un peu comme, on peut dire qu'indirectement, ils ont réussi, puisque l'ancien président n'y est pas. On ne sait pas exactement ce qu'on lui reproche. Et que finalement, cette armée n'est pas si républicaine que ça. Non, et puis moi, vous savez, j'ai un peu peur parce que, vous savez, normalement, dans un accord aussi fragile, il s'agissait d'abord quand même d'écarter la junte militaire. Oui, mais le gouvernement ne peut pas se mettre la junte militaire, comme vous dites, à dos s'il veut pouvoir lutter contre les rebelles, non? Non, il n'y a pas que... Le Mali ne pourra pas lutter contre les rebelles. Et on l'a vu justement avec ce qu'a créé le coup d'État. Le coup d'État a créé une déclaration d'indépendance de la Zawad en 3 jours. Donc le désordre constitutionnel à Bamako a des conséquences très négatives dans le nord du pays. Donc je crois qu'il faut un peu que les putschistes, ils avalent un peu leur couleuvre. Ils ont eu l'immunité, je pense que c'est déjà énorme. Après, de dire qu'il faut qu'ils gèrent le pays à l'issue d'un coup d'État, ça me paraît aller un peu loin. Diokonda Traoré a également menacé les rebelles d'une guerre totale en cas de refus d'obtempérer. Est-ce que l'armée malienne est prête aujourd'hui à combattre dans le nord? Mais justement, ce n'est pas l'armée malienne qui est prévue. L'armée malienne va être aidée fortement par la CEDEAO. Parce qu'on a bien compris que si l'armée malienne seule ne peut pas combattre au nord, ce n'est pas possible. Donc la CEDEAO doit apporter son appui. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que l'appui de la CEDEAO s'immisce dans les affaires de politique intérieure du Mali. Moi, j'avais vu plutôt un schéma où la CEDEAO apporte des hommes qui servent sur le terrain, 2000 à 3000 hommes, comme ils avaient dit, peut-être plus si c'est nécessaire et s'ils en ont la capacité, et la communauté internationale leur apporte logistique, couverture aérienne, etc., pour essayer de reconquérir le nord du Mali. Bon, maintenant, la CEDEAO essaie de s'immiscer dans... La situation est tellement confuse au Mali que finalement, quel rôle doit... Le Mali ne va pas devenir une colonie de la CEDEAO. La CEDEAO commence à dire on va aider à choisir le Premier ministre, on va gérer la politique intérieure, on va dire à l'Assemblée nationale la loi qu'elle doit voter. François est d'accord, mais sans l'intervention de la CEDEAO, le Mali serait encore peut-être, à l'heure actuelle, aux mains des mutins. Au niveau institutionnel, et vous avez raison, la situation ici montre quelque chose que nous avons toujours signalé dans nos pays. Je reviens malheureusement sur ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de souveraineté. Est-ce que le Mali a une capacité militaire? On a vu ce qui est. Est-ce que le coup d'État a fragilisé ou accru la capacité militaire? Ça va plutôt vers le sens de la fragilisation avec la déclaration d'indépendance et la division du pays. Alors maintenant, quel est le rôle de la CEDEAO? Et même à la CEDEAO, moi, je ne suis pas très confiant. Parce qu'il faut avoir du muscle militaire, il faut avoir du muscle financier. Christian a dit ce qu'il attendait de la CEDEAO. Quel est, selon vous, le rôle de la CEDEAO dans la situation actuelle au Mali? Moi, je veux voir la chose de façon plus large et qui ne se limite pas au Mali. Parce qu'après tout, les rebelles, encore une fois, ce n'est pas une armée imbattable. C'est quelques gens avec quelques 4x4. Ce n'est pas l'armée la plus puissante du monde. On peut perdre une bataille, j'ai dit, et se reconsolider pour reconquérir le pouvoir. La CEDEAO, il faut aller vers une véritable alliance militaire. Si il y avait une alliance militaire qui faisait du genre OTAN entre les pays, au moins de la région, on pourrait utiliser cela, mais... C'est un projet, en tout cas, semble-t-il. Pour aussi continuer sur cette question, une des priorités du président Traoré, à mon avis, c'est qu'il faut qu'il se débrouille pour faire les élections en 40 jours, au moins pour éviter le désordre constitutionnel à Bamako. Elle devait avoir lieu fin avril, donc si elle pouvait avoir lieu fin avril, elles peuvent avoir lieu dans les 40 jours. Nous partons en Afrique centrale, Marie-Angèle. Le parquet de Paris a déjà donné un avis favorable à un mandat d'arrêt international contre Théodorine Nguema Obiang-Mangué dans l'enquête dite des biens mal acquis. Le gouvernement français doit à présent se prononcer sur ce mandat. Parallèlement, le président équato-guinéen souhaite faire preuve d'ouverture en appelant les experts français à venir sur place pour se rendre compte de l'ineptie de ces accusations. Sophie Ebrard. Suite à l'affaire des biens mal acquis, le président Teodoro Obiang Nguema Basogo invite les experts français sur le territoire équato-guinéen. Il justifie également la fortune de son fils, le ministre d'État en charge de l'agriculture, Teodoro Nguema Obiang-Mangué. Il est entrepreneur, il a des entreprises. Il a une société avec les Malaisiens qui travaillent
le secteur du bois. Il a une société asiatique qui travaille les routes. Mais je crois que quand la personne il est associé avec certaines sociétés étrangères, il peut gagner d'argent. Pour éviter la corruption, le président encourage sa famille à investir dans différents secteurs économiques du pays. Éviter les problèmes de corruption. Je recommande à ma famille de travailler, d'avoir des sociétés, des entreprises pour gagner d'argent, au lieu de prendre d'argent de l'État. Moi-même, je ne peux pas toucher d'argent de l'État. J'ai des entreprises, même si je suis président, mais j'ai certaines sociétés que je suis actionnaire. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec l'argent de l'État. L'action contestée des juges d'instruction chargés de l'enquête sur les biens mal acquis est désormais la source réelle d'une véritable crise diplomatique entre la France et la République de Guinée équatoriale. François, permettre à des membres du gouvernement de disposer d'entreprises pour avoir d'autres revenus, est-ce que cela permet vraiment de lutter contre la corruption? Ce que nous venons d'écouter a quelques accents de surréalisme. La fortune d'un individu, fût-il le fils du chef de l'État, est difficilement justifiable par ce que nous venons d'entendre. Bien sûr, on peut être un entrepreneur, et être entrepreneur ne disqualifie pas pour être ministre. Mais être défendu de cette façon par quelqu'un qui est le chef de l'État sur une accusation d'un autre État, c'est un peu surprenant. Alors, Christian, quelle est votre opinion sur cette même question? Bon, disons que moi, les questions de morale, selon les formules qu'on connaisse, je pense que ne s'appliquent pas ici parce que nous sommes dans le cadre d'une situation juridique et judiciaire. Donc il s'agit de savoir ce que le droit permet, ce que le droit ne permet pas. Alors, s'il y a des règles de droit français qui définissent ce que c'est que la corruption, ce que c'est que l'abus de biens sociaux, etc., ce que c'est que le trafic d'influence, etc., je ne suis pas sûr que les lois, ce que c'est que, par exemple, les conflits d'intérêts, est-ce qu'un ministre peut avoir une entreprise, etc., je ne suis pas sûr que les mêmes lois... En Guinée équatoriale, en étant ministre, on peut également avoir des... Voilà, donc en Guinée équatoriale, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes lois. Donc à partir du moment où on dit que l'argent est détourné, les tribunaux français, à mon sens, ne sont pas compétents pour apprécier comment la loi de Guinée équatoriale définit ce que c'est qu'une infraction à la loi pénale. Et comment il appartient aux tribunaux... à la réaction du président même Teodoro Obiang Nguema Basogo, qui invite les Français à venir sur place et à vérifier eux-mêmes l'origine des fonds? Disons, il réagit d'abord en père de famille et en homme d'État. Donc il est peiné parce que son fils a des difficultés avec la justice de notre pays, mais il est aussi président de la République et il exprime son désarroi. Bon, là, dans son interview, il n'a pas menacé la France de représailles diplomatiques, etc. Mais on sent bien que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Donc pour moi, c'est une situation qui est très délicate. Et vous savez, quand la machine judiciaire est enclenchée, quelquefois, elle est très difficile à arrêter. François, le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Théodorine Obiang Nguema Mangué par le parquet français risque-t-il d'entamer pour de bon les relations diplomatiques entre la France et la Guinée équatoriale? Je ne le crois pas. La Guinée équatoriale fait partie de la zone franc. La Guinée équatoriale a des liens économiques, financiers et de diverses natures avec la France. Je ne suis pas certain que ce mandat pourra changer fondamentalement cela. Ce qu'on peut ajouter néanmoins dans ce genre de choses et sur les biens mal acquis, la France a l'habitude de faire le double langage, au moins les autorités françaises. Bien sûr, s'il y a des détournements, s'il y a des problèmes de corruption, les premiers concernés, devant lesquels les différents acteurs, enfin la partie en présence ici devrait se justifier, c'est devant la population et le peuple de Guinée. Mais la justice, dans cette histoire de bien mal acquis, si la France ne parvient pas à arriver à ses fins avec la Guinée équatoriale, ça veut donc dire que tous les autres pays remis en cause seront également épargnés par ces procédures-là. Non, la France, la justice française a sa logique, et là on ne peut pas lui faire reproche là-dessus. Moi je parle du volet politique de l'affaire. Parce que pour ce qui est de la justice, il faut laisser la justice suivre son cours. Si les autorités... On a l'impression que la justice et la politique sont bien entremêlées tout de même. Ah bien, mais si les autorités... Enfin, les biens se trouvent en France.
Oui, mais les biens ne se trouvent pas, je ne sais pas, en Chine ou bien en Guinée. Les associations, c'est un peu le point que j'ai soulevé tout à l'heure, les associations qui ont mis en jeu la machine judiciaire. Ne sont pas guinéennes. Attendez, c'est les associations qui ont mis en jeu cette machine procédurale. Ces associations disent que les biens ont été acquis par le fruit du vol ou de la corruption. Or, le fruit de la corruption ne peut être, puisqu'ils disent que l'origine de la corruption c'est en Guinée équatoriale, ne peut être apprécié que par rapport aux lois de Guinée équatoriale et non pas par rapport au concept français de ce que c'est que la corruption. Et moi, je dis que les tribunaux français ne sont pas là pour appliquer la loi de Guinée équatoriale. Très bien. Alors, nous allons passer à l'actualité soudanaise maintenant. Depuis le début de cette semaine, des combats ont lieu entre la frontière du Soudan et du Sud-Soudan. Au cœur de ces conflits, une nouvelle fois, le pétrole. Ces conflits, à proprement parler, ne sont pas surprenants, mais ils prennent de plus en plus d'ampleur. Nadège Abderrassak. Tension palpable entre le Soudan et le Sud-Soudan. Depuis le début de la semaine, les combats font rage à la frontière. Ce jeudi, le Soudan a bombardé Bentiu, la capitale d'unité de l'État sud-soudanais. Ce champ pétrolier assure la production de brut de Nord, mais le Sud le revendique. Le Parlement du Soudan a suspendu les négociations avec son voisin du Sud. Le Soudan a exercé la plus grande retenue. Nous l'avons dit, nous sommes dans notre droit et nous utiliserons notre droit à l'autodéfense. Nous sommes prêts à riposter militairement et exercer des représailles. Le Sud-Soudan est un État très fragile, qui a beaucoup de problèmes. Nous ne voulons pas de guerre, il en va de la stabilité des deux pays. La paix ne doit pas être mise en péril. L'Union africaine a exhorté mercredi le Soudan du Sud d'évacuer ses troupes de la région litigieuse d'El-Glig, une autre région riche en pétrole. L'Union africaine appelle les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue et de respecter l'intégrité territoriale de l'autre État. L'UA s'alarme tout particulièrement de l'occupation de la région de Egling par les forces armées de la République du Soudan du Sud et demande leur retrait immédiat et sans condition. Les deux pays se rejettent la responsabilité de ces nouveaux affrontements. Le Soudan accuse les sudistes d'attaquer ces régions pétrolières, alors que les Soudanais du Sud affirment pour leur part agir en légitime défense. Christian, Khartoum et Djouba se rejettent mutuellement la faute de cette escalade des violences. On a l'impression que le dialogue est rompu entre les deux États. Oui, le dialogue est manifestement rompu, il y a une pluie de bombes de part et d'autre. C'est un peu dommage parce que voilà deux pays, enfin le Sud-Soudan est pays depuis moins d'un an maintenant, depuis juillet de l'année dernière, qui se sont bagarrés pendant pratiquement 20 ans, un petit peu moins de 20 ans, et à l'issue de ces 20 ans, on comptabilise 2 millions de morts. À mon avis, ça devrait quand même inciter ces deux pays à réfléchir et à trouver d'autres solutions que les bombardements de l'armée aérienne que le Soudan fait au Sud-Soudan et les incursions dans les champs pétroliers que le Sud-Soudan fait au Soudan. Donc à mon avis, il faut faire un petit peu ce que la communauté internationale demande à ces deux belligérants de faire, c'est de déposer les armes et discuter. François, est-ce que vous avez des préconisations malgré les différents accords signés, les combats se poursuivent. Qu'est-ce qui pourrait faire cesser ces combats selon vous ? Faire cesser ce combat, c'est difficile à savoir, mais on doit constater malheureusement une certaine impotence des Africains, et en particulier de notre organisation de l'Union africaine. Bon, ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur l'Union africaine, mais c'est dire encore une fois que nous, en Afrique, nous n'avons pas su avoir les outils et les instruments pour pouvoir régler pacifiquement des problèmes. Les problèmes se règlent en général pas devant les tribunaux. Il y a une cour africaine de la justice, il y a un comité, une commission de l'Union africaine sur la paix et sécurité, mais jusque-là, c'est des mots, c'est des coquilles. Il faudrait qu'il y ait de la substance pour qu'on finisse. On a vu qu'il y a une escalade des violences entre le Sud-Soudan et le Soudan, mais le Sud-Soudan est un jeune pays. Est-ce qu'il dispose de suffisamment de moyens pour affronter son voisin du Nord ? Il n'a pas suffisamment de moyens. Il y a des problèmes économiques immenses, il y a des problèmes humanitaires immenses pour pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures militaires. Donc je crois que le peu de ressources que dispose ce pays devrait être consacré à l'amélioration du bien-être matériel de ces populations. Ils ont un peu, mais ils ont quand même, je crois que c'était une de l'origine de la férocité de ce conflit, les 2 tiers des réserves pétrolières sont au Sud-Soudan. Et aujourd'hui, l'incident de ces derniers jours, le Sud-Soudan essaie de reprendre encore d'autres champs pétroliers qui représentent aujourd'hui la moitié du pétrole produit par le Nord. Dans la région de Eglig, exactement. Oui, alors nous allons passer au reste des informations en bref.
Le premier président de l'Algérie indépendante de 1962 à 1965, Ahmed Ben Bella, est décédé mercredi après-midi à Alger. C'est à l'âge de 95 ans qu'il s'est éteint durant son sommeil, peu après l'annonce officielle de